Bonjour et bienvenue dans cette table ronde consacrée au rôle de l'infirmière dans la chaîne de télémédecine. La place des infirmiers et des infirmières évolue-t-elle? Vont-ils être amenés à effectuer de nouveaux actes demain, à travailler dans de nouvelles conditions, à être rémunérés aussi pour des actes de télémédecine? Bien, ce sont les questions que je vais poser tout de suite à Christine Darbelay. Elle est infirmière et représente à cette table l'URPS Infirmiers Midi-Pyrénées. Lydie Canipel, qui est secrétaire générale de la Société française de télémédecine et infirmière elle-même. Et puis Martine Borin, toujours infirmière, elle travaille à la Croix-Rouge où elle forme des infirmiers. Puis avec nous en direct de Picardie, Stéphane Routier, qui est directeur du groupement de coopération sanitaire, le GCS e-santé en Picardie, et Franck Pérez, qui est infirmier, qui utilise aujourd'hui une solution de télémédecine appliquée aux soins des plaies. Je me tourne vers Franck Pérez et Stéphane Routier depuis la Picardie. On voit apparemment des infirmiers, infirmières heureux et heureuses d'utiliser cette solution. Qu'est-ce que ça change très concrètement dans le travail de l'infirmier, dans sa position dans la chaîne de soins? Donc, la tablette, c'est un dossier. On peut s'en servir comme dossier. On peut voir l'évolution de son pansement, donc tous les jours. Et on peut aussi avoir un avis professionnel en direct, avec un échange où on filme la plaie et le médecin en direct nous donne ses conseils. Et le fait d'avoir justement un médecin en direct, est-ce que ça vous donne l'impression de changer un peu votre position d'infirmier, d'avoir une place un petit peu différente ou des liens différents avec les autres acteurs médicaux? Plus, on va dire, un pivot technique dans l'instant. Et aussi un gain de temps, surtout dans nos régions qui ne sont pas toujours près des hôpitaux avec les centres par exemple en dermatologie ou les dermatologues. Stéphane Routier, Franck Pérez, il y a beaucoup d'infirmiers ou d'infirmières qui utilisent cette solution, qui nous disent on a l'impression aussi d'être un petit peu en formation continue à chaque fois qu'on l'utilise, d'apprendre de nouvelles choses et finalement de travailler une forme d'expertise. C'est cela que vous entendez également? Oui, oui, oui. Puisqu'on est toujours en relation avec le médecin donc on a une expérience en direct. Je pense qu'au travers de cette expérimentation, il y a un vrai rôle de coordination de l'infirmier qui est mis en avant, qui devient, comme disait Franck, le pivot entre le médecin généraliste qui a confié la prise en charge du suivi médical et l'expertise du médecin référent à l'hôpital de Compiègne. Et c'est au travers de ces échanges, le retour qui nous a été fait, Franck pourra le compléter, et je parle sous ton contrôle, tous ces échanges ont montré qu'au quotidien, l'expertise qui pouvait être apportée par les experts DU Play et Cicatrisation de Compiègne permettait au quotidien à l'infirmier d'adapter son protocole et quelque part de gagner une expertise qu'il n'avait pas, et ce qui permettait d'apporter des réponses concrètes et rapides auprès des patients et ainsi éviter des prises en charge par un dermatologue qui pouvait prendre plusieurs mois. Et donc d'apporter des réponses concrètes à ces problématiques de cicatrisation, parce qu'une des forces de ce projet qui a été porté en Picardie, c'est que c'est un projet qui a été porté par les URPS, qui ont imaginé ce projet-là et qu'on a réussi à monter très rapidement avec eux. Vous nous dites que les infirmiers ont l'impression de gagner en expertise, de parfois, pas remplacer bien évidemment le dermatologue, mais quand même d'apporter quelque chose de supplémentaire, de complémentaire par rapport à un dermatologue qui peut être loin, qui peut être difficile à consulter. Est-ce que l'on peut dire qu'ils réalisent quelque part de nouveaux actes? Nouvel acte, donc disons que c'est la mise apporter à domicile la consultation qu'une infirmière hospitalière dans un service de dermatologie ferait avec son dermatologue. On rapproche le patient, le spécialiste et le professionnel que nous sommes. Et surtout pour le patient, on voit aussi, c'est rassurant pour le patient. Ils sont très partants pour ces expériences. J'entends plein de choses dans ce que vous dites. On rassure le patient, on rapproche le patient, l'infirmier et le spécialiste. Ça, c'est quelque part quand même déjà un changement de position de la part de l'infirmier. Merci à tous les deux qui interveniez depuis la Picardie. On vous laisse partir parce qu'on sait que vous avez des obligations. Je me tourne vers Lydie Canipel aujourd'hui. Votre sentiment d'abord par rapport à ce qui se fait avec cette tablette et la possibilité aussi pour l'infirmier ou l'infirmière d'être relié à des personnes référentes.
Alors, est-ce qu'il est tout vert? Allez-y. C'est vert. Alors, si c'est vert, ça doit être bon. C'est une expérience qui est intéressante, qui est d'ailleurs une expérience dans plusieurs régions à l'heure d'aujourd'hui de France. Ce sont des expériences qui vont rentrer d'ailleurs dans le cadre de l'article 36, dans le cadre des expérimentations qui vont être développées en début d'année prochaine dans le cadre des plaies chroniques. Il y a le Languedoc-Roussillon, il y a la Basse-Normandie qui ont mis en place justement des structures pour le suivi des plaies chroniques à distance par des infirmières. Voilà, donc effectivement, c'est intéressant, effectivement, c'est un plus. Effectivement, ça va redonner de l'égalité des soins sur des différents territoires qui sont déshérités, mais je crois aussi qu'il ne faut pas qu'on mélange tout. Je crois que l'article 51 n'a pas été créé pour la télémédecine. L'article 51... Allez-y, continuez. L'article 51 est un article qui a vu le jour avec la loi HPST, comme vous le savez, en 2009, et qui a été, j'allais dire, dans la profession d'infirmière, un premier grand pas par rapport aux pays anglo-saxons. Il nous permet quoi, cet article 51, de manière concrète? Alors, de manière concrète, ce n'est pas une délégation de tâches, c'est un transfert de compétences et une réorganisation des soins. Et je pense que les mots sont extrêmement importants. Quand vous parlez de délégation de tâches avec beaucoup de personnes du corps médical, ils vous disent « Attendez, ça fait 30 ans que mes infirmières le font, ça fait 30 ans qu'elles font ce que je leur dis, et je ne vois pas ce que ça apporte d'aller pendant 2 ans avec l'HAS et l'ARS rédiger des protocoles de coopération. » Moi, je dis que ça fait peut-être 30 ans que nous le faisons en tant qu'infirmières, mais que pour la première fois, on identifie les gens qui le font, comment ils le font, et on sécurise aussi l'acte, étant donné que lorsque vous rédigez ce protocole de coopération, je peux vous assurer, j'en ai rédigé 2, dont le seul qui est autorisé à l'heure d'aujourd'hui en télémédecine, eh bien c'est une vraie réflexion organisationnelle. C'est vrai que c'est lourd, mais c'est une vraie réflexion pour l'équipe organisationnelle, et c'est aussi une vraie réflexion pour le corps médical dans la résistance au changement. Alors, est-ce que vous pouvez nous citer un exemple concret d'un acte justement qui a été réalisé, d'un changement et de la résistance qu'il donne derrière? Eh bien, prenez le protocole qui est autorisé dont je vous parlais, qui est un transfert de compétences en diabétologie, dans la pathologie du diabétique de type 1, en télémédecine suivie par un e-carnet glycémique. Ces infirmières peuvent prescrire de l'insuline. Elles peuvent prescrire de l'HbA1c, qui est la boîte noire qui vous donne la moyenne glycémique sur 3 mois des résultats de votre patient. Elles peuvent prescrire une glycémie à jeun. Et donc, ce sont des infirmières dans certains actes dits dérogatoires. Ça veut dire quoi? Là aussi, il faut être extrêmement clair. Ce ne sont pas des médecins. Il ne faut pas non plus que les infirmières qui rentrent dans ces actes dérogatoires, demain, deviennent des petits médecins. Il faut aussi qu'elles soient bien conscientes qu'à partir de ce moment-là, juridiquement parlant, elles deviennent responsables de leurs actes. Elles ne sont plus derrière une autre blouse blanche. Et là aussi, c'est important. Parce qu'à la fois, c'est valorisant, c'est responsabilisant, mais en même temps, au bout de la chaîne, il y a une responsabilité juridique. Donc un acte dérogatoire, c'est un acte qui ne rentre pas dans la définition du métier d'infirmière, dans le Code de la santé publique. Donc il faut bien les identifier. Elles ne vont pas tout faire, on n'en a pas besoin. Il y a dans certaines pathologies, sur certains actes, où elles sont tout à fait capables de le faire et venir et remettre le médecin dans son rôle d'expert et faire en sorte que ce temps précieux médical redevienne du temps expert. Mais tout ça, c'est une réflexion. Je me tourne justement vers Christine Dambol. Hop, tenez, attrapez un micro. Beaucoup de choses qui ont été dites jusqu'à présent déjà. La possibilité pour les infirmières d'évoluer, de faire de nouveaux actes dérogatoires, d'aller vers des pratiques, peut-être prescrire de l'insuline ou autre qu'elles ne faisaient pas jusqu'à présent. Ce sont aujourd'hui des actes qui vous tentent, de nouvelles fonctions, de nouveaux métiers, de nouvelles places qui vous attirent? Oui, bien sûr, nous avons une grande demande sur l'extension de nos possibilités d'action. Mais sur Midi-Pyrénées, pour le moment, il n'y a pas d'évolution. Le protocole que vous indiquez est limité au protocole Asalée, je pense. Sur le secteur libéral, pour le moment, nous ne pouvons pas le faire. Non. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est Je parle des infirmières libérales. Je ne parle pas Mm. d'infirmières qui travaillent salariées
ou Au sein d'une structure. au sein d'une structure ou de MSP ou de pôle de santé. Alors, ce qu'il la faut réponse savoir, là-dessus. c'est qu'en fait, lorsqu'on dépose un protocole de coopération, comme vous le savez, on le dépose, c'est une équipe donc, qui réorganise un parcours de soins et qui redéfinit, j'allais dire, les rôles de chacun. Ce protocole, il est déposé dans une ARS. C'est une ARS qui l'autorise, mais à partir de ce moment-là, il fait foi dans la spécialité. C'est-à-dire que demain, une autre équipe à l'autre bout de la France veut appliquer ce protocole. Elle demande l'autorisation à son ARS, qui demande l'autorisation à l'ARS géniteur au départ. Et à partir de ce moment-là, ils sont autorisés. La seule chose, ils doivent appliquer le protocole à la virgule près. Donc c'est quand même quelque chose d'extrêmement intéressant, parce que quelque part, c'est une modélisation d'une certaine façon de faire à un endroit donné, j'allais dire, pour des infirmières, mais qui est applicable par n'importe qui à partir de ce moment-là en France. Christine Arbelin, votre sentiment là-dessus? Protocole intéressant, protocole que vous imaginez mais appliquer les protocoles, rapidement? nous, on apprécie beaucoup. Il faut que notre ARS, par contre, accepte ce protocole et se charge de le faire approuver par l'HAS, et ça revient à l'ARS, et ça remonte et ça redescend. Hein, on a pas mal de demandes de protocoles que nous avons effectuées en Midi-Pyrénées, et il y en a un seul qui vient d'être accepté, c'est sur le diagnostic de la personne âgée fragile. Qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire? Chronique en cours. C'est en cours. C'est en cours. Ça fait 2 ans que c'est en cours. Ah ben j'ai mis 2 ans et demi. Voilà. Vous êtes en train de nous dire qu'il y a une lourdeur administrative terrible. aujourd'hui Et puis qui pour vous empêche d'aller relativement vite sur ce domaine. Oui, et puis pour monter un protocole de coopération, c'est énorme, c'est un dossier énorme. Hein. C'est pas encore pour demain. L'ARS commence à nous aider un peu, heureusement, mais c'est très lourd à monter comme dossier. Autre chose que nous disait tout à l'heure Lydie Canipel, elle disait que toutes les infirmières n'évolueront pas forcément de la même manière. Certaines sont intéressées, d'autres peut-être pas. Est-ce qu'on va avoir aussi finalement une fonction de l'infirmière qui va être très différente dans l'avenir? C'est certain, mais de notre côté, nous sommes verrouillés quand même par 2 choses. Nous sommes conventionnés avec l'assurance maladie, donc nous avons une nomenclature à respecter, et que tant que ces actes ne seront pas dans la nomenclature, inscrits à la nomenclature, nous n'aurons pas d'honoraires. Hein? Le problème des paiements des actes est quand même un gros problème. Qu'est-ce que vous imaginez, vous, très concrètement, comme type d'acte à inscrire si demain on vous donne une baguette magique très rapidement dans la nomenclature et que vous pourriez faire? Déjà, donc, la prise en charge des patients diabétiques sous insuline, arriver à modifier justement les doses d'insuline, prescrire l'hémoglobine glyquée, voilà, surveillance du diabétique, sur certaines plaies chroniques aussi, c'est intéressant de pouvoir bouger. Quoique maintenant on a la prescription, on peut modifier nos prescriptions de pansements, ça aussi bouge un petit peu. Suivi de certains traitements, tout ce qui est glycémie, anticoagulants, c'est des voilà, choses aussi que les infirmières anticoagulants également. C'est vrai que les anticoagulants est un gros problème aussi, où à peu de choses près, il faut, suivant la prise de sang, l'INR, modifier l'anticoagulant à un quart de comprimé près. On est toujours là, et qu'on puisse prescrire un INR si on estime que c'est nécessaire. Ouais, il y a aussi pas mal d'infirmières qui demandent d'aller, pourquoi pas, jusqu'à des diagnostics de fragilité, en estimant qu'elles voient les patients relativement rapidement. Ça, c'est en train de s'appliquer, et qui s'appliquerait aux infirmières libérales, toutes, pas limitées à une MSP ou à un pôle de santé. Je me tourne vers Martine Borin, vous qui avez une longue pratique de ce métier, à la fois en hôpital, en libéral et aujourd'hui donc au sein de la Croix-Rouge où vous formez des professionnels. Comment est-ce que vous voyez évoluer justement le rôle de l'infirmière de manière générale? Alors je dirais que le rôle de l'infirmière évolue sans évoluer. Allons-y dans les paradoxes. Alors, il évolue forcément parce que, je dirais, notre société évolue, la manière dont on s'approche de la santé, dont on aborde les patients, la manière dont les patients abordent eux-mêmes leur propre pathologie, tout cela évolue. Donc l'infirmière forcément va évoluer, l'infirmier, parce que je tiens à rappeler que nous sommes certes là en majorité des dames, mais qu'il y a aussi des messieurs. J'y tiens beaucoup à cette mixité. Donc toute cette approche forcément va évoluer va permettre de faire évoluer la formation d'infirmiers.
Ce qui va faire évoluer aussi cette formation, c'est l'usage de nouveaux outils, mais de la même manière que nous avons su évoluer à une époque. Hein. Alors oui, vous disiez que j'ai une longue pratique, donc j'ai démarré avec des aiguilles qui n'étaient pas jetables. Voilà, hein. On a su évoluer et s'adapter. L'apport, je dirais, de tout ce que l'on entend là depuis tout à l'heure est un petit peu différent. Ce que je vois, moi, comme évolution capitale et en termes aussi de formation, c'est la reconnaissance des connaissances et des compétences des infirmiers. C'est-à-dire que, en fait, toute cette évolution ou soi-disant évolution de notre expertise professionnelle, de notre exercice professionnel, s'appuie sur des connaissances, des compétences que nous développons depuis des années en formation, mais aussi sur le terrain. Et toutes ces compétences, aujourd'hui, sont de plus en plus reconnues parce qu'on en a besoin. C'est-à-dire qu'un médecin qui va accepter une coopération, hein, comme vous l'indiquiez, dans le cadre de l'article 51, eh bien, quelque part, il va aussi mettre en évidence l'expertise de l'infirmier. Ça veut dire que l'infirmier ou l'infirmière, vous le dites souvent, n'est plus un simple exécutant. C'est quelqu'un qui a une vraie compétence, une vraie expertise et qui monte avec le temps. Voilà, c'est tout à fait cela. Et donc, dans la formation, on est aussi dans l'obligation d'apprendre à nos étudiants et d'accompagner les professionnels au cours de leur exercice dans la mise en valeur de leur expertise et le développement de cette expertise. On a vu tout à l'heure, on voyait sur les plaies en Picardie, donc là on a une expertise, j'ai envie de dire, technique sur un soin des plaies, et la télémédecine n'est juste qu'un outil pour accéder à la connaissance, à la personne référente. On a vu d'autres cas dans cette université d'été, par exemple hier on parlait du suivi d'insuffisance cardiaque, un programme qui est développé sur l'Île-de-France et sur Midi-Pyrénées, où la personne se pèse le matin, et certains indicateurs sont suivis, et en cas de problème, elle est soit rappelée par une infirmière qui est sur un plateau téléphonique, un plateau médical, soit la personne, elle peut aussi appeler une infirmière pour confier certains de ses ennuis. Est-ce que c'est là aussi? Est-ce que d'abord c'est toujours le rôle d'un infirmier ou d'une infirmière? On imagine bien l'infirmière avec sa seringue, mais pas forcément au bout du téléphone. Est-ce que c'est toujours le rôle d'une infirmière? Et quelle est cette nouvelle place pour l'infirmière? Alors oui, c'est toujours le rôle d'une infirmière. J'ai d'autres exemples en tête, comme des exemples en suivi d'oncologie, par exemple, où on a des infirmiers qui appellent régulièrement les patients pour savoir comment le traitement entraîne ou n'entraîne pas des conséquences diverses sur leur vie, qui est à la fois d'ailleurs leur santé et leur vie. Et cette compétence-là de l'infirmier, ça a toujours existé quelque part. Hein. La relation au patient, l'accompagnement du patient, l'accompagnement dans sa prise en charge de sa propre pathologie, l'accompagnement dans son, je dirais aussi dans son éducation thérapeutique et dans sa prise d'autonomie. Puisque l'important pour un infirmier, souvent, c'est quand même de permettre aux patients de devenir autonomes. Et oui, la place de l'infirmière au bout du fil est celle-là aussi. Une infirmière nous confiait hier que d'abord, son métier, c'est pas que d'aller piquer des gens. Et quand elle écoute la personne, elle fait ce métier et elle a le temps sur un plateau téléphonique qu'elle n'a pas forcément non plus dans un service d'hôpital. Exactement. Et c'est là que l'on rejoint aussi toute la discussion de tout à l'heure et l'intervention de madame. Pourquoi? Parce que lorsqu'une infirmière libérale prend le temps de parler, j'ai été quelque temps infirmière libérale aussi, quand elle prend le temps de parler, eh bien, il y manque aussi cette reconnaissance. Et donc, dans tous nos actes, mais ça, ce sont des choses que l'on débat depuis des années. Donc, les nouvelles technologies, l'article 51, tout cela ne vient que pointer un peu plus des problèmes qui existent depuis pas mal de temps. Lydie Canipel, vous souhaitiez compléter? Oui, je crois que tout ce qu'on vient de dire est tout à fait exact. Déjà, c'est du téléconseil. Quand elles font ça, elles font de l'éducation thérapeutique. L'éducation thérapeutique rentre dans la définition de la profession. C'est du travail d'infirmière. C'est du travail. En revanche, ce dont on ne parle pas, pour moi, l'avoir vécu dans mes équipes, j'allais dire télémédecine, entre guillemets, infirmière, c'est d'arriver à leur faire le deuil du face-face.
Une soignante, elle a besoin de son patient, comme le patient a besoin de son soignant. Et la proximité, j'allais dire physique, face-face, fait partie intégrante du métier. Et ces infirmières qui choisissent de travailler sur les plateformes, ce qu'on rencontre à l'heure d'aujourd'hui, c'est la difficulté de les garder sur du long terme. Parce que au bout d'un moment, très rapidement, le toucher, la proximité du patient leur manque. Et je pense que là, il y aura aussi une vraie réflexion sur les profils des infirmières qui choisiront un jour peut-être d'être sur une plateforme par rapport à celles qui resteront toujours en réa au lit du patient. En fait, on voit dans ce que vous nous dites depuis tout à l'heure comment vraiment cette image de l'infirmière elle est en train de se transformer, de se modifier. Enfin, pour des patients potentiels, il va falloir qu'on laisse tomber nos clichés, soit d'une infirmière en blouse blanche qui fait les piqûres à l'hôpital, soit d'une infirmière libérale et qui vient faire des soins à la maison. On va avoir des infirmières avec des formes diverses, des compétences et des niveaux d'expertise qui pourront être divers selon les individus et des postes divers à la maison, à l'hôpital, sur des plateformes et certainement dans d'autres endroits demain. Mais on vit aussi un paradoxe, c'est-à-dire que les hôpitaux, à l'heure d'aujourd'hui, pour beaucoup d'hôpitaux, pour des raisons budgétaires, sont en train de, par exemple dans les hôpitaux de jour, là où vous aviez des hôpitaux de jour qui étaient spécialisés, aujourd'hui on fait des cliniques polyvalentes, des hôpitaux de jour, pour arriver à mutualiser les coûts, j'allais dire. Or, inversement, on sort, entre guillemets, un article 51. L'article 51, en fait, c'est ce qui est déjà vécu depuis très longtemps dans les études d'infirmières anglo-saxonnes ou aux États-Unis. C'est une spécialisation de l'infirmière. Et alors, la question se pose vraiment, pourquoi est-ce que pour bien soigner en France, on a besoin de médecins spécialistes et pourquoi on n'a pas besoin d'infirmières spécialistes ? Alors, je rebondis tout de suite, bien entendu. Il y a deux choses. D'une part, l'image de l'infirmière polyvalente française est tout à fait intéressante parce que justement, elle a cette qualité polyvalente qui lui permet ensuite d'évoluer dans sa profession et d'évoluer au long de sa profession. Parce que si je reprends ce que vous disiez sur l'infirmière et le profil de l'infirmière qui est au bout du fil, j'allais dire, eh bien oui, et c'est une chance qu'elle n'y reste pas pendant 20 ans. D'abord parce qu'on a besoin d'évoluer, et puis c'est une autre chance parce que lorsqu'on fait une carrière comme une carrière d'infirmière, on a besoin aussi d'évoluer en fonction de sa propre évolution personnelle, etc. Et on a la chance dans notre profession de pouvoir évoluer dans de nombreux secteurs, de pouvoir se transformer dans sa vie professionnelle. Et c'est là que la formation doit nous accompagner. On a la chance d'avoir maintenant des infirmières qui rentrent à l'université. On est en train de développer des masters de parcours de soins. On va développer des masters sur de l'expertise également. Et je dirais que oui, on va avoir besoin à la fois de cette polyvalence qui permet de bien réfléchir et de cette expertise qui va permettre d'être pointu, par exemple en télémédecine. Je me tourne vers Christine Darbelay. On voit bien comment il y a un niveau d'expertise qui est en train de monter, des infirmières qui ont envie de devenir expertes. Alors forcément, on aura des infirmières très différentes, certaines expertes dans tel domaine, telle autre dans tel autre, et à la maison sur des plateaux téléphoniques, dans des endroits aussi très différents. Mais on voit, voilà, j'ai envie de dire le niveau qui monte et l'envie d'aller derrière qui monte. Ça pose par définition forcément la question du rapport avec les médecins qui ont un autre diplôme, qui ont une autre formation, qui ont un autre pouvoir aussi derrière. Et puisqu'on est là pour poser la question de la place de l'infirmière dans la chaîne de soins, de l'évolution de cette place, comment vous imaginez l'évolution de la relation entre l'infirmière et les médecins, généralistes, spécialistes d'hôpitaux ou autres? Je repars sur la polyvalence de l'infirmière. L'infirmière libérale, par son activité, est polyvalente. Elle doit tout savoir faire. Quand elle est appelée chez un patient, ça doit être aussi bien des plaies, une surveillance, un diabète. Elle doit tout savoir faire. C'est pour ça qu'une fois qu'on a le diplôme, on ne s'installe pas tout de suite. On doit faire 2 ans en soins généraux pour justement avoir un panel d'activités où l'on est compétente. Ça, c'est important. Et deuxième réflexion également, c'est que tous ces actes que l'on veut et que l'on sait pratiquer, on nous demande des formations supplémentaires. On nous demande 40 heures de formation pour de l'éducation thérapeutique, on nous demande 40 heures de formation pour le diagnostic d'une personne âgée fragile, et ça, je pense que beaucoup d'infirmières ne suivront pas.
Hein, ça fait partie de leurs compétences, de ce qu'elles font. Et en plus, les organismes de formation ne sont pas prêts à former 80 000 ou 100 000 infirmières libérales. Martine Borin, je vous pose la même question, je poserai à Lydie Canipel aussi. La relation, puisque la place de l'infirmière, sa compétence évolue, sa relation avec les médecins, elle va forcément évoluer derrière. Vous voyez comment cette évolution? Alors je dirais que cette évolution, elle va forcément exister, parce que la place des médecins aussi va changer. Dans quel sens? Je dirais qu'un médecin qui va faire de la télémédecine, qui va faire de la téléconsultation, remet aussi en cause quelque part sa propre expérience professionnelle, sa manière d'exercer. Et il va être dans l'obligation de faire confiance à... Par exemple, si vous prenez l'exemple de Télégéria en Île-de-France, avec la téléconsultation auprès des personnes âgées, eh bien, ils ont évolué vers un nouveau rôle, je n'ose pas dire un nouveau métier, un nouveau rôle d'assistant de télémédecine. Cet assistant de télémédecine, ça peut être un aide-soignant, ça peut être une infirmière, ça peut être un kinésithérapeute, etc., qui va être dans l'obligation de, par exemple, palper une plaie, pour un kinésithérapeute, de faire mouvoir une articulation. Ce ne sera plus le médecin qui va le faire, ce n'est plus le chirurgien. On va lui enlever une partie de son pouvoir, là. Et voilà, alors on lui enlève une partie de son pouvoir, on lui enlève aussi une part de sa compétence, là aussi immédiate, du toucher, du face-à-face avec son patient, et il est dans l'obligation de faire une confiance absolue à la personne qui est de l'autre côté de la caméra. Donc oui, ça va faire évoluer les choses, et en même temps, je dirais, excusez-moi, mais nous sommes tous des humains, nous aimons tous notre petit bout de pouvoir, et ça dépendra de la manière dont nous allons chacun épouser notre rôle. Quand vous dites le médecin va être dans l'obligation de faire une confiance totale à l'infirmière, parce qu'elle va l'aider aussi dans son travail, c'est-à-dire qu'il y a, j'ai l'impression, derrière vous, il y a quand même un sacré changement culturel à mettre en place sur toute la ligne de soins. Oui, c'est une idée de coopération. Par exemple, dans l'institut dans lequel je travaille, nous sommes très axés sur cette idée de coopération entre les différents professionnels. Eh bien, mettre ensemble des professionnels, les former ensemble, pas sur l'ensemble de leur formation, bien sûr, mais sur des points précis, leur apprendre à découvrir l'autre. Ça demande une curiosité, ça demande aussi d'être parfaitement à l'aise dans sa propre fonction et de reconnaître ses propres compétences pour être en capacité de reconnaître celles de l'autre. Alors oui, ça nous demande d'évoluer, mais ça nous demande donc aux formateurs aussi que nous sommes d'apprendre aux autres à évoluer ainsi. Lydie Canipel, on voit comment, si la compétence de l'infirmière évolue, forcément sa place, elle évolue derrière, et c'est forcément tout le système autour d'elle, tout l'écosystème de l'infirmière ou de santé qui est impacté. Est-ce que vous voyez, vous aussi, une évolution qui va devoir se faire parmi le corps médical de manière générale ? C'est indispensable. Mais en même temps, je pense que c'est une des vertus justement de la télémédecine. C'est plus facile quand déjà on est tous reliés dans un parcours de soins avec, j'allais dire, un dossier médical qui est commun, qui est accessible à tous, sur lequel on peut discuter. Puis je pense aussi que les générations de médecins qui arrivent, on le voit bien dans les maisons de santé et dans les pôles de santé, on le voit bien à l'heure d'aujourd'hui. Les médecins, les jeunes médecins demandent eux aussi à travailler maintenant en équipe. Ils n'ont plus envie de travailler 7 jours sur 7, 14 heures par jour. Ils ont envie de réorganiser leur activité. Et l'une des grandes vertus que l'on a dit depuis tout à l'heure autour de la télémédecine et de la prise en charge de ces patients, c'est qu'elle élève en efficience, mais tout le monde, que ce soit le médecin, que ce soit l'infirmière, c'est pas que l'infirmière. Tout le monde devient plus compétent parce que tout le monde communique mieux et plus, j'allais dire. Et puis, il y a aussi, je crois que pour le médecin, vous avez dit une perte de pouvoir. Je ne crois pas que ce soit une perte de pouvoir. Je crois qu'au contraire, on va lui redonner son vrai pouvoir. Parce que la bobologie, entre autres, ce n'est pas du métier de médecin, entre guillemets, j'allais dire. Son métier, c'est d'être un expert auprès de qui on se réfère. On l'a vu dans les plaies chroniques tout à l'heure. Donc, il va être renforcé justement dans son rôle d'expert, dans son vrai rôle de médecin. Et ça ne peut qu'améliorer les choses et qu'améliorer les prises en charge. Travail, on est vraiment entré dans ce monde aussi pour la santé collaboratif, interconnecté et qui est renforcé par la télémédecine.
On voit jusqu'à présent quand même des expériences de télémédecine qui restent assez ponctuelles, qui restent assez locales pour beaucoup d'entre elles. Est-ce que ça veut dire qu'on n'arrive pas à passer le pas de la généralisation de cette télémédecine pour les infirmières ? Non, je ne pense pas que le problème soit uniquement un problème d'infirmières, de médecins, etc. Je pense qu'inévitablement, il y a déjà une première étape à faire, c'est industriels soignants à trouver un langage commun. Deuxième chose, quand on monte un projet de télémédecine, la télémédecine, c'est un acte médical. Je le répète, mais c'est vrai. Donc, un projet de télémédecine, ce n'est pas de créer le plus merveilleux outil de la Terre, mais qui ne répond pas à un besoin médical. Donc, la première chose, c'est de se prendre par la main, c'est de se parler industriels et soignants, et c'est de créer un projet médical. Et c'est autour de ce projet médical qu'on va créer un outil qui répond à un besoin. Et je peux vous assurer que tous les projets qui ont été montés dans ce sens, partant d'un projet médical pour arriver ensuite à un outil, cela marche. Cela sont des modèles et cela vont se diffuser partout. Voilà. Mais malheureusement, il y a une espèce d'invasion et puis il y a cette limite entre eux, qu'il n'y a pas cette frontière entre e-santé et télémédecine qui n'est pas encore bien claire et qu'il ne faut pas mélanger quand on parle des outils connectés. Christine Darbelin, on voit avec beaucoup de sourire d'ailleurs sur vous trois l'envie d'aller de l'avant, d'avoir de nouvelles compétences, d'utiliser avec appétence la télémédecine et les nouveaux systèmes pour évoluer, faire évoluer le système de manière collaborative. L'infirmière 2.0, celle de demain, ou déjà 3.0 si on y est, vous l'imaginez comment ? Je voudrais d'abord préciser une chose. Prenez bien votre micro. Voilà, c'est qu'on oublie le malade là. Hein, on est dans les clouds, ce que vous voulez, ce qui est technique, mais le contact malade-médecin, malade-infirmière, il ne faut pas l'oublier. Et j'ai peur qu'avec cette évolution, il y ait un petit oubli là du côté, alors que le patient doit être au centre du système et dans tous ses besoins. Et dans cette évolution du métier d'infirmière, avec cette nécessité de patient au centre du système, vous l'imaginez comment du coup, avec les nouveaux outils de télémédecine ? Oui, qu'on ait une meilleure coordination entre l'infirmière quand elle est au domicile du patient et les services spécialisés si nécessaire. Les échanges d'informations sont très importants, bien sûr. Même question pour vous qui formez les infirmiers et les infirmières d'aujourd'hui et de demain, Martine Borin, l'infirmière 2.0, 3.0. Alors moi je répondrais infirmière 3.0 oui et malade 3.0. Parce que vous avez maintenant les malades qui viennent voir le médecin ou qui parle à l'infirmière en disant « Eh bien voilà, moi j'ai pris ma tension avec un objet connecté pendant un mois, et regardez, voilà ce qui se passe. » Et là, il faut savoir répondre. Donc savoir à la fois ne pas perdre son expertise et en même temps accepter cette expertise du nouveau patient. Alors oui, les objets connectés, la télémédecine, la e-santé, tout cela, ça va nous faire évoluer et ça va nous demander aussi de nous former véritablement au numérique. Parce qu'aujourd'hui, on a de jeunes étudiants qui savent taper sur un téléphone sans aucun logiquement, problème. ils sont tous déjà formés au numérique, ils sont nés avec une tablette dans la main. Ils sont nés avec une tablette, mais ils savent s'en servir, comme disent les informaticiens, comme des utilisateurs finaux. Et il va falloir qu'ils deviennent des utilisateurs très, très, très finaux. Et vous avez raison, effectivement, c'est tout le système qui monte. Si l'infirmière monte en compétence, le médecin monte en compétence, les malades aussi, n'oublions pas, montent aussi en compétence, en connaissance et en prise en charge de leur maladie. Lydie Canipel, l'infirmière 3.0. C'est la même, enfin pour moi c'est la même, mais qui vit avec son temps, c'est tout. Mais c'est une infirmière avec le patient, comme vous le dites, si j'ai parlé de projet médical, dans projet médical il y a patient, au centre. Quand on monte un projet médical, c'est pour mieux soigner, c'est au service du patient. Donc pour moi l'infirmière 3.0, c'est exactement la même. Est-ce qu'on a mis une étiquette le jour où on a eu des pompes à morphine à disposition des infirmières? On n'a pas dit c'est une infirmière morphine 2 ou je ne sais pas quoi. Non, elle a eu un outil de plus. Le jour où il y a eu un stéthoscope, est-ce que le cardiologue a changé de métier? Non, il a pu écouter le cœur et devenir plus efficient, mais c'est le même métier. Donc pour moi, c'est le même métier, mais c'est vivre avec son temps. C'est tout. Et elle enverra des SMS, parce qu'on envoie tous des SMS, on a tous notre iPhone qui est scotché au téléphone, mais je pense que profondément,
et je le souhaite vraiment profondément dans les nouvelles générations et dans les écoles d'infirmières, c'est qu'on n'oublie surtout pas de continuer à passer la passion de l'humain, la passion du relationnel avec son patient, la compassion aussi. Être malade, c'est difficile, c'est dur, et je le souhaite d'ailleurs à personne, et que ces outils, tout merveilleux qu'ils soient, ils ne soient qu'à disposition de nous tous pour mieux soigner demain. C'est tout. Les machines ne remplaceront pas les hommes. Merci beaucoup en tout cas de cet échange et de cette table ronde. Et puis à bientôt sur la télé de la e-santé.